Merci de votre fidélité à la télévision Futurs Médias. Avec nous ce soir, son Excellence Amadou Diop. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Conseiller principal des affaires étrangères de classe exceptionnelle, ancien conseiller diplomatique des présidents Abdou Diouf, puis de Abdoulaye Wade également, ancien ambassadeur du Sénégal auprès du Royaume de Belgique, Grand-Duché, Luxembourg, Union européenne. Auteur des ouvrages Sénégal, repères et grandeur d'une diplomatie publiés en 2006. En 2023, vous avez publié ce livre, Sénégal, une diplomatie au diapason du monde, champ évolutif, jeux et enjeux. Cet ouvrage regroupe une fine analyse des multiples enjeux qui sous-tendent la marche du monde. Avec vous pour évoquer, Excellence, les aspects géopolitiques et les défis mondiaux du conflit qui vient d'éclater entre l'Israël et l'Iran. Assiste-t-on à l'émergence d'un nouvel ordre mondial? Quelle sera la position de l'Afrique? On va parler de toutes ces questions et de la diplomatie sénégalaise. Mais d'abord, le monde est saisi d'effroi par l'horreur sans fin à Gaza, mais l'attaque de l'État hébreu contre l'Iran a provoqué une onde de choc tellurique. Comment qualifiez-vous le moment que nous vivons? Oui, merci. Vous avez parlé de nouvel ordre mondial, mais l'ordre mondial a toujours été en mouvement, en mutation permanente. Je vous garderai de puiser dans les profondeurs de l'histoire, depuis l'Antiquité, avec la Grèce qui a marqué de son temps l'empreinte de la géopolitique mondiale, à Rome, en passant par au 7e siècle, l'émergence de l'islam qui a bouleversé cette mondiale. Donc je me garderai d'évoquer ces moments, mais pour dire que le monde a toujours été en mutation permanente. Et dans cette même grille de mutation, le 14e siècle, avec le partage du monde entre l'Espagne et le Portugal à travers les mers, et plus récemment le 19e siècle, la France, la Grande-Bretagne qui ont reconfiguré la géopolitique mondiale. Pour en venir maintenant à ce qui va nous amener à notre sujet d'aujourd'hui, c'est depuis 1945 où il y avait un nouvel ordre mondial qui s'était redessiné au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les prémices datent de 1945. En fait, les prémices datent de 1945, mais avec des mutations en ce qui concerne tant les acteurs que les facteurs. Et dans cette mutation, en 1945, autour de Yalta, c'était les deux grandes puissances victorieuses, il y avait d'autres, notamment c'était configuré autour des États-Unis d'Amérique et de l'URSS. Et je crois que les conflits qu'on avait se greffaient autour de cette configuration bipolaire. Et cette configuration bipolaire a évolué jusqu'en 1989 avec la disparition du bloc soviétique. Cet éclatement a créé non plus un monde bipolaire, mais un monde multipolaire avec plusieurs pôles. De ce monde multipolaire a pu jaillir de nouvelles puissances, entre guillemets, qui se sont affirmées sur la scène internationale. Et c'est justement ces puissances-là, on peut dégager ce qu'on appelle des puissances émergentes dans différentes zones du monde. Mais ça, c'est le tableau général. Mais de ce tableau général, le tableau régional que nous avons dans cette zone du Golfe, du Moyen-Orient, que je peux qualifier en termes géopolitiques de l'épicentre du monde. Pourquoi? C'est là-bas où tous les enjeux se jouent. Tous les enjeux, tous les conflits. Parce que cette zone, vous pouvez voir toutes les pesanteurs, tous les ingrédients, la diversité des facteurs, la multiplicité des acteurs font que c'est une zone qui a été toujours de manière constante et à travers même toutes les évolutions une zone conflictuelle. Disons la zone la plus conflictuelle du monde, c'est cette zone-là en raison de cette diversité des facteurs que je pourrais vous évoquer. C'est vraiment de cette diversité des acteurs. Une zone névralgique. On va revenir sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques du conflit, mais j'aimerais mettre des mots sur ce qui se passe depuis vendredi, depuis le 7 octobre même, si on peut remonter. Exactement, qu'est-ce qui se joue? On parle beaucoup de moments extrêmement graves, un point de bascule. Quel est le mot? Comment qualifiez-vous encore une fois ce moment-là? Mais pourquoi j'ai fait ce rappel?
parce que c'est ce qui est récent qui bouleverse. Mais à travers ces schémas que je vous ai donnés, il y a eu plusieurs moments de bascule. Et je dirais que la situation est grave, comme elle l'a été à plusieurs occasions de l'histoire. D'abord, pour venir dans cette zone, après la déclaration de Balfour, le foyer juif qui s'est créé dans cette zone a eu à des moments épisodiques, des moments donnés, des éruptions, ce que j'appelais volcaniques. On assiste actuellement à une éruption forte, de forte intensité. Mais on a connu dans l'histoire, 1948, ne l'oublions pas, il y a eu cet affrontement d'une forte brutalité palestinienne. En 1967, la guerre qu'il y a eu avec les mêmes systèmes qu'Israël a utilisés, force de frappe rapide sur l'aviation pour neutraliser l'aviation égyptienne, syrienne, dans toute cette zone, en évoquant les mêmes raisons qui avaient été évoquées en 1967, la légitime défense préventive. Mais ce qui n'existe pas dans le droit international, la légitime défense préventive n'existe pas en droit international. En droit international, selon la Charte des Nations Unies, c'est la légitime défense tout court. Et cette légitime défense obéit à des conditions bien déterminées. Il faut que la menace soit imminente, réelle, et la légitime défense, la réaction doit être proportionnelle. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça a existé en 1967. En 1973 aussi, la guerre de Kippour, il y a eu cette même éruption. La guerre du Ramadan, comme on l'appelle. Donc on a eu toujours cette même éruption dans cette zone de confluence, cette zone qui est, comme je te l'ai dit, une zone propice à ces chocs que nous assistons. Mais il est incontestable que depuis ce déclenchement de l'opération par Israël, que nous assistons à vendredi, nous assistons à une éruption très forte, volcanique, dont les laves vont se prolonger un peu partout sur la scène internationale. Revenez un peu sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Vous vous rappeliez que c'est une zone vraiment névralgique du monde, puisque c'est là-bas, rappelons-le, que se trouve le détroit d'Ormuz, qui représente, et l'Iran d'ailleurs a ce levier. Aujourd'hui, les États-Unis et en tout cas les pays occidentaux craignent que l'Iran utilise ce levier, donc à savoir le blocage du détroit d'Ormuz qui représente 20% du commerce pétrolier. Quels sont, selon vous, les enjeux vraiment géostratégiques qui se jouent actuellement? Mais les enjeux sont multiples. Et je dirais même tous les enjeux, tous les ferments qui alimentent la société internationale, la géopolitique mondiale, nous les retrouvons dans cette zone. Il y a que c'est une zone géographiquement de confluence. Géographiquement, presque tous les continents se télescopent dans cette zone. L'Afrique du Nord, bien sûr, avec le prolongement sur la Méditerranée. Absolument. L'Europe, dans sa partie des Balkans et de la Turquie. Le Golfe, le monde arabique, et le monde asiatique, dans ses prolongements. Donc l'Afrique, l'Europe, l'Asie, toute cette zone, géographiquement parlant, c'est là où s'entrechoque le monde, géographiquement parlant, avec bien sûr les ramifications jusqu'aux États-Unis d'Amérique. C'est là aussi où nous retrouvons comme enjeu l'enjeu géostratégique qu'est le pétrole, les ressources énergétiques, le pétrole et le gaz. Ça l'a toujours été. La Pax Americana considère déjà qu'il est de l'intérêt des enjeux de la sécurité stratégique des États-Unis que d'avoir un contrôle sur le pétrole. Tout comme les autres pays du monde qui ont des intérêts. Donc se trouve aussi cet enjeu. Notamment les pays du Golfe. Les pays du Golfe et tous les autres pays. Donc enjeu géographique, enjeu stratégique, énergétique. Absolument. Enjeu militaire, parce que c'est une zone aussi d'équilibre. Et comme vous le voyez, toutes les puissances ont des bases militaires dans cette zone.
pour préserver leurs intérêts. Et c'est une zone où nous avons aussi non seulement ces enjeux militaires avec Israël qui est en première ligne, où nous avons par-delà les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie, les plus grandes concentrations militaires, nous les trouvons dans cette zone, en Turquie, en Iran, en Israël, dans cette zone. Et surtout, il ne faut pas l'occulter, c'est une zone de conflit, une zone conflictuelle, parce que c'est là où ce télescope, presque, je n'ose pas dire des enjeux civilisationnels, mais c'est là où l'on retrouve le monde arabe, le monde perse, le monde turc. Et donc ça aussi, c'est un enjeu de conflit. La dimension religieuse également. Ça, c'est la dimension civilisationnelle. Mais il y a la dimension religieuse. C'est là où vous retrouverez la chrétienté du côté du Liban jusque dans les Balkans, avec les débordements, prolongements, le monde islamique, avec comme foyer d'hébergence cette zone, le monde judaïque. Donc là aussi, il y a cet enjeu. Tous ces enjeux-là font de cette zone une densité très forte, propice à tous les conflits. Et aussi, les acteurs qui sont là sont des acteurs. Et vous l'avez dit, quand je parle d'enjeux géographiques, le détroit d'Ormuz fait passer presque 20% du commerce mondial transite par cette zone. Le commerce pétrolier. Et le commerce pétrolier. Et là aussi, ça fait partie, c'est un enjeu primordial. Alors, on va essayer d'avancer. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais sur, en tout cas, les motivations évoquées. Je ne vais pas vous demander qui a tort, qui a raison, mais comment évaluez-vous les arguments qui ont été avancés par Israël et l'Iran pour l'éclatement de ce conflit. Rappelons que c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Mais là aussi, vous me permettrez d'invoquer très brièvement l'histoire pour en venir à cette actualité. Et là, pour m'inspirer un peu de ce que le président Senghor disait, en disant que si vous faites l'historique d'un problème, vous l'éclairez à moitié. Et cet éclairage voudrait que nous remontions un peu à 1973, avant même ces conflits, qui était le principal allié stratégique de la région. Entre l'Iran et Israël, c'était les principaux alliés dans cette zone, face à ce qu'ils appelaient le monde arabe. C'était le Shah d'Iran. Et la plupart même des fournitures de l'armement de l'Iran provenaient d'Israël. La plupart du matériel des pilotes iraniens étaient formés en Israël et aux États-Unis d'Amérique. Il y avait donc cette alliance géostratégique entre Israël, l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Mais il y a eu ce basculement en 1979 avec la chute la révolution iranienne. Et ce basculement a fait qu'il y ait un bouleversement. Les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Et cette animosité, ce conflit a été de manière épisodique un conflit permanent entre les deux. Où il y a eu des escarmouches, il y a eu des tensions, il y a eu des jeux d'alliance. Et justement, il y a eu cette intensification jusqu'à ce qu'on en arrive aux événements en octobre, 7 octobre, qui a été l'élément déclencheur. Mais même avant octobre déjà, rappelez-vous du discours du Premier ministre Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a cela 15 ans, qui, faute à l'appui, disait que nous voilà en face de l'Iran qui va se doter bientôt de l'arme nucléaire. Ils ont déjà les centrifuges qui ont 60% de taux. Pour atteindre 80, ça va avoir la bombe atomique. Mais nous n'accepterons jamais que l'Iran dispose de l'arme du programme nucléaire. Rappelez-vous aussi le président Rafsanjani disait en Iran, qui disait que le cancer du Moyen-Orient, le cancer du monde, c'est l'Iran. C'est Israël qu'il faut extirper sur la terre. Donc nous avions déjà cet antagonisme qui était profond, qui était même... Et donc ce combat a été permanent. Maintenant, quand je dis effet d'accélérateur, c'est le 7 octobre. Et le 7 octobre a permis donc d'intensifier la lutte
entre les deux. Et le 7 octobre, d'ailleurs, je me rappelle très bien le discours que le Premier ministre Netanyahou a prononcé. Oui. Il disait que nous allons faire face au Hamas, nous allons faire face au Hezbollah, oui. nous allons faire face aux outils. Aux outils. Oui. Mais surtout, nous irons faire face, comme on dit, à la tête du serpent. Oui. Et il disait que tout vient de l'Iran. Et depuis cette période, donc, je crois qu'il y avait un processus qui était lancé, donc de l'affrontement qui était indirect, où nous en sommes arrivés aujourd'hui à l'affrontement direct. Donc c'était prévisible et tous les éléments étaient constitués, étaient là. Et là, justement, dès qu'il y a eu le démantèlement de manière stratégique planifiée, je vous assure que c'était une question de temps. Mais le Premier ministre Netanyahou et les services même israéliens avaient déjà planifié ce choc avec l'Iran depuis, en essayant d'abord de s'attaquer aux boucliers directs que sont à Gaza, au Yémen. On va parler de Gaza, mais restons sur l'Iran et l'Israël. Et pourquoi ce serait, pour nous vraiment expliquer aux Sénégalais qui nous regardent, pourquoi l'Iran ne devrait pas se doter de l'arme nucléaire, selon vous? Mais vous savez, le monde qui évolue, le monde, comme je vous ai décrit, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force fait que chaque État essaie d'avoir les instruments de sa puissance. Les États-Unis disposent de l'arme nucléaire, de la France, tous les membres du Conseil de sécurité. En Asie, certains pays ont pu bénéficier de l'arme nucléaire. L'Inde et le Pakistan. Et vous voyez que lorsqu'il y a risque de conflit, parce que l'arme nucléaire, comme depuis la Deuxième Guerre mondiale avec Hiroshima et Nagasaki, l'arme nucléaire, c'est l'arme fatale de destruction. Et c'est une arme de dissuasion. Pourquoi les autres... Et maintenant, pourquoi? Parce qu'Israël a toujours considéré, Israël dans cette configuration, Israël dans la géopolitique, et là même je ne vais pas trop retarder, mais depuis sa création, a toujours eu comme doctrine de pouvoir avoir la suprématie. Israël qui était 3 millions d'habitants, et maintenant 9 millions. Mais en tout cas, cette petite bande qu'ils sont, ils disent que notre survie dépend de notre suprématie militaire. Donc sa doctrine existentielle repose sur le fait qu'il faudrait avoir la suprématie militaire et n'a jamais accepté que quelqu'un pays de la sous-région, de la zone, puisse avoir l'arme nucléaire qui serait une menace contre son existence. Donc Israël a dit, c'est par rapport à son existence même qu'elle n'acceptera jamais d'avoir... quitte à violer le droit international. Absolument. Mais pourquoi ça ne pose pas un problème aujourd'hui? Cette violation du droit international, ou bien le droit international, on n'en parle plus, c'est révolu. Mais là... ce n'est plus le cadre légal. Mais la question peut trouver une réponse dans la dynamique de l'évolution du monde. Le monde n'est pas linéaire. Le monde a connu des évolutions, des hauts et des bas, avec ses constantes et ses variables. Et dans cette évolution du monde, qu'est-ce que vous avez? On y avait eu un ordre mondial. Après, pour être plus récent, après la Première Guerre mondiale, avec des règles qui ont été définies. Mais en 1936, avec la montée en puissance, on en est arrivé à une guerre, à une guerre mondiale. Cette guerre mondiale était précédée par une violation des principes de droit. L'Anschluss, c'est une violation des droits. Les Sudètes, c'est l'ancien du droit. Donc, on en est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. Par la Première Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, quand même, a pu affiner, tant dans la doctrine que dans la pratique, universellement reconnue, une charte qui fixe les règles, les principes du droit international. Mais tout le monde s'assoit dessus aujourd'hui, cette charte. Mais c'est là où je vais en venir. Cette charte est là, intangible, claire et de manière précise. Mais personne ne la respecte. Et c'est là où je dis que il n'y a pas un phénomène isolé. Quand on analyse les conflits, quand on analyse la situation du monde,
il faut l'analyser de manière holistique, de manière globale. Oui. Avant la guerre, avant ce déclenchement de cette évolution, il y a la guerre Ukraine-Russie. Russie-Ukraine, absolument. Mais là aussi, en déclenchant ce qu'ils appelaient une opération spéciale, la Russie a violé. Comme les Américains l'ont violé en attaquant l'Irak aussi. Bon, mais là, il faut être beaucoup plus loin. Parce que là, c'est là où cette violation est plus flagrante. Parce que les États-Unis d'Amérique avaient pris le soin d'avoir le vernis du droit. Avec l'autorisation qui leur a été donnée. Il y a eu un mandat. La France, qui a été donné. Pour la Libye aussi, pareil. Il y a eu un mandat. Mais ici, il n'y a pas eu de mandat. De manière unilatérale, il y a eu cette violation manifeste. Donc, nous en sommes à ces moments de violation. Et là, je dis que nous sommes rentrés dans une période incontestable d'incertitude, non seulement d'incertitude, parce que comme on dit, le droit est là pour réguler les relations entre les États. Mais ce mécanisme de régulation est battu en brèche. Mais aujourd'hui, c'est la force qui s'impose. Mais c'est les rapports de force qui priment de manière constante et de manière répétitive. Un mot sur Gaza avant de parler de l'Afrique et du Sénégal particulièrement. L'inquiétude suscitée donc par la montée des tensions au Moyen-Orient fait oublier l'horreur à Gaza. Là également, est-ce que la communauté internationale a laissé faire Israël ? Mais là aussi, la communauté internationale n'a jamais laissé faire. Comme vous avez dit, ce conflit ouvert entre... C'est une guerre entre l'Iran et Israël. C'est une guerre disproportionnée quand même. C'est asymétrique. Oui. Parce que Israël a d'abord, comme dans sa stratégie, comme il l'a fait en 67, en 73, a donc intervenu pour frapper vite et fort, et là pour annihiler tout fort. Donc, quand on utilise la faim, on bloque l'aide humanitaire, tout ça aussi en violation de encore une fois. Là où je vais en venir. Mais comme vous l'avez dit, ce conflit d'ailleurs, comme on dit, a un peu occulté cette situation à Gaza. Absolument. Alors que le nœud du problème, un des nœuds du problème, c'est Gaza, c'est la Palestine. Absolument. Qui constitue un élément de fixation dans ces relations, dans cette zone. Mais quand on l'évoque, c'est une des raisons pour certains analystes disent que le Premier ministre Netanyahou a lancé cette offensive pour des raisons externes, bien sûr, le programme nucléaire, mais pour des raisons internes. Il venait juste d'échapper à une motion, mais aussi par rapport à la situation. Et puis surtout, par rapport à la situation humanitaire dramatique avec la responsabilité d'Israël, il avait aussi, ça lui permet un peu de, non pas occulter, mais en tout cas de brouiller cette image. Mais là, incontestablement, il y a violation des règles du droit international, il y a violation du droit humanitaire, et là, ça s'inscrit dans ce cas où le droit est piétiné par la force. Voilà, et tout cela se déroule au moment où les dirigeants du G7 se réunissent au Canada en plein conflit, donc entre Israël et Iran. Quelques réactions disparates en Afrique, Excellence Amadou Diop. Officiellement, l'Union africaine appelle à la désescalade par la voix du président de la Commission, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Est-ce que le continent doit choisir un camp dans cette situation? Voilà, merci. Comme vous savez, quelle va être et quelle devrait être la voie de l'Afrique, je répondrai d'abord par l'histoire, ensuite je répondrai par la réalité. Oui. Comme on disait en diplomatie. Comme on n'a plus un peu beaucoup de temps, on peut je vais rapidement très rapidement sur la réalité. L'histoire. Mais le Sénégal, l'Afrique a eu à élever sa voix lors des différents conflits. Rappelez-vous qu'en 1900, après la guerre de 67 et en 70, il y a eu une mission de bons offices qui avait été, bien que les pays comme le Sénégal, les pays africains, la plupart avaient rompu les relations, mais n'empêche, il y avait ce qu'on appelle la mission des sages. Il y avait le président Senghor,
le président, entre autres, Yakubu Gowon, du Nigeria. Donc, l'OUA avait mis en place ce comité qui allait rencontrer le Premier ministre Golda Meir pour discuter, et l'Afrique avait vraiment diplomatiquement marqué, fixé ses positions de principe. Et dans tous les sommets de l'OUA, il y avait des résolutions qui étaient prises sur ce sujet. Et maintenant, pour parler de la réalité, l'Afrique, comme on dit, la voie dans les relations internationales, la voie est proportionnelle à la puissance. La voie de l'Afrique n'est pas la même voie que les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voie est proportionnelle à la puissance. Ça veut dire que la capacité de peser. Ça veut dire que la voie de l'Afrique donc compte pour du beurre, c'est ça? Non, la voie compte, mais ne compte pas autant que les autres. C'est proportionnel. Et cette proportionnalité, d'ailleurs, joue à différents niveaux. La voie que les États-Unis ont, la France n'a pas la même voie. Et des raisons pour cause, certains commentateurs que je suis ont dit, mais le Premier ministre Netanyahou, lorsqu'il menait cette opération, n'a informé que le président Trump. Il n'a pas informé le président... Même le président français. Même s'il y a friture un peu sur la ligne entre mais malgré ça, mais ça veut dire que... Et même les capacités d'intervention, les capacités de règlement de la crise, il y a, comme on dit, la voie qui est proportionnelle à la position que nous avons. Et c'est justement l'ordre mondial a fixé les principes de l'égalité souveraine des États dans la Charte des Nations Unies. L'Assemblée générale a son poids, un État, une voix, mais il y a quand même une prépondérance de la voix du Conseil de sécurité. Ça veut dire que l'Afrique a sa voix, mais n'a pas le même poids. Et même pour avoir ce poids-là, il va falloir jouer en bloc. Il faut que l'Afrique soit unie. Il faut que l'Afrique parle. Ce qui est loin d'être le cas. La diplomatie a longtemps été la principale matière première du Sénégal. Vous connaissez l'auteur de cette phrase? Vous retrouvez ça dans mon livre. Le président Abdou Diouf, bien entendu. Aujourd'hui, vous avez lu les diplomates israéliens et iraniens, qui, en tout cas, le diplomate iranien, l'ambassadeur Hassan Asghari, demande par exemple au Sénégal d'éclairer sa position. Est-ce que le Sénégal, qui est jusqu'ici dans une certaine clair-obscur, voire une neutralité avec l'Israël, parce que si vous vous rappelez, les relations avaient été rompues, elles se sont normalisées en 2017 suite à une rencontre entre le président Macky Sall et Benjamin Netanyahu à Monrovia. Aujourd'hui, on a vu dernièrement le Premier ministre actuel, le Ousmane Sonko, aller dans une manifestation en soutien de la Palestine. Est-ce que le Sénégal doit être un peu plus clair, avoir un avis tranché dans ce différend? Oui, votre question d'ailleurs m'amène à répondre très brièvement pour me dire est-ce que l'Afrique doit choisir son camp? Bon, l'Afrique ne doit pas être constamment dans une démarche d'alignement sur un camp. Je crois que selon les situations, il faudrait que l'Afrique d'une seule voix puisse donner sa réponse de manière claire et précise en se fixant comme ligne directrice ses principes et bien sûr ses intérêts vitaux. Sous ce regard, je crois que même pour ce qui est du conflit de la crise ukrainienne, l'Afrique a exprimé sa voix. Absolument. Pour ce qui est du cas précis de l'Afrique, et incidemment, je vais aller beaucoup plus droit au Sénégal, le Sénégal a toujours élevé sa voix de manière précise. Je dis que, comme on dit, un État, une diplomatie, il y a les principes cardinaux qu'il faudrait affirmer avec sagesse, bien sûr, et avec fermeté. Et sur cette base-là, depuis son indépendance, en tout cas sur le conflit entre Israël et la Palestine, le Sénégal non seulement a pris position, mais le Sénégal a assumé ses positions. Qui préside le comité des droits inaliénables du peuple palestinien? Le Sénégal, depuis 1975. Qui a
donné les passeports diplomatiques à Yasser Arafat, à son épouse, jusqu'à même donner une domestique à l'épouse du président Arafat. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal qui, à Beyrouth, lors du siège de Beyrouth, après les événements de Chabra et Chatila, avec Ariel Sharon qui a été de manière très forte, c'est le Sénégal qui faisait partie de ce comité spécial qui a envoyé d'éminents émissaires qui ont négocié l'exfiltration du président Arafat pour qu'il puisse aller au siège. Tout ça pour dire que les positions sont claires et précises. Et comme vous l'avez dit, il y a eu ces moments peut-être de pause qui ont été réaffirmés par le président Macky Sall. Mais bien avant ça, en 1998, où il y a eu les relations diplomatiques qui ont été rétablies à la suite d'événements et où le Sénégal, pour des raisons, bon, nous aurons l'occasion d'en parler. Ça, c'est malgré ces retrouvailles diplomatiques, le Sénégal est constant sur cette ligne-là. Et je crois qu'à ce moment-là, je ne crois pas qu'il y ait couleur obscure. La diplomatie sénégalaise a toujours affirmé, en étant dans la ligne des principes, une condamnation de toute attaque, de toute menace, de toute violation du droit international. Je crois que sur ce plan-là, il devrait pas, je ne parle pas au niveau des autorités sénégalaises, mais il ne peut pas y avoir, il n'y a pas d'ambiguïté. Et à ce niveau-là... Sur la condamnation de cette attaque. Mais c'est bien sûr, comme je vous ai dit, cette attaque viole les principes du droit international. Même si, rappelons-le, l'axe Téhéran-Dakar n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. C'est ça la force. C'est important de le rappeler. Les relations avaient été rompues entre 2011 et 2013. Dakar, souvenez-vous, avait accusé Téhéran d'avoir livré des armes aux rebelles indépendantistes de la Casamance. Donc Abdoulaye Wade avait décidé de rompre les relations. Je rappelle que vous avez été son conseiller. Et Ahmadinejad, l'ancien président iranien, était venu même ici à Dakar, et ironie du sort, Wade soutenait à ce moment-là, en 2009, nous étions donc le programme d'enregistrement d'uranium qui était pacifique selon les déclarations donc du président, de l'ex-président iranien. Donc le Sénégal est quand même dans une situation un peu particulière, n'est-ce pas? Non, vous savez, je crois que pour comprendre un peu pour avoir une grille de lecture, il faudrait avoir un œil sur les constantes et sur les variables. Je vous ai parlé des constantes. Constance dans la défense des principes. Fidélité à ses partenariats. Les variables, ça évolue selon les situations. Les situations, donc, il faut les évaluer et en fonction de cette évaluation, prendre des positions, sans pour autant piétiner les principes. Donc, c'est au niveau des principes, que ce soit même dans les périodes de difficulté, qu'il y ait non seulement allier le respect des principes, en tenant compte aussi de faire fonctionner les canaux diplomatiques. Je vous ai parlé quand le président Senghor, mais le président Senghor, au moment où il se déplaçait pour la réunion, pour cette mission d'office, le Sénégal avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Donc, respect des principes avec fermeté, mais n'empêche qu'il y a un jeu diplomatique. Et je crois que dans cette même dynamique, les séquences que vous avez évoquées pour le président Wade, il était resté dans la ligne des principes, malgré que nous devions aussi, pour des intérêts liés à notre géopolitique, à nos intérêts nationaux, tenir compte de beaucoup de facteurs. C'est la raison pour laquelle il faudrait, je crois, défendre les principes, mais aussi il faut toujours avoir à l'esprit la défense de ses intérêts stratégiques et des intérêts vitaux. Mais pour ça, il faut avoir toujours cette prépondérance sur la scène internationale. Est-ce que la diplomatie sénégalaise l'a toujours? Bon, je ne suis pas un baromètre. Mais vous êtes un homme expérimenté, Amadou Diop. Oui, il y a l'expérience de l'acteur que j'ai été, mais il y a l'expérience de l'observateur que je suis devenu. Et c'est pour ça que je vous pose la question. L'observateur doit avoir une analyse beaucoup plus nuancée et prudente. Pourquoi? Parce que de l'intérieur,
ce que vous vivez, et je suis resté longtemps, très longtemps dans le cabinet du président, vous l'avez évoqué, du président Diouf et du président Wade, au total 15 ans, de l'intérieur, vous vivez les événements, au jour le jour. Parce que, comme on le dit dans notre constitution, la politique serait définie par le président de la République, mise en œuvre par le ministère Je vous pose la question autrement. Est-ce que l'homme qui... vous avez longtemps été dans les rouages diplomatiques, vous avez blanchi sous le harnais, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de la diplomatie sénégalaise? Non, ce n'est pas une question... Non. Là, vous ne répondez pas. Là. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Comme on dit, comme vous et moi, la fierté est permanente par rapport à son pays. Parce que comme la diplomatie ou la défense, c'est comme l'équipe nationale du Sénégal qui joue. Et nous sommes attachés, bien ou mal. Nous sommes attachés à l'équipe. Mais quand l'équipe perd, nous avons mal. Par exemple, quand Amadou Hott a perdu ces élections, nous avons mal. Absolument. Parce que c'est l'équipe nationale, c'est le Sénégal. On l'a imputé justement à une mauvaise gestion de ce secteur. Est-ce que vous êtes de cet avis? Mais je vous dis une fois, si j'étais de l'intérieur, nous, quand nous étions dans les cabinets, aussi bien dans la préparation des élections, qu'après même des élections, que ce soit Babacar Ndiaye, que ce soit Jacques Diouf, que ce soit Youssoupha Ndiaye à la Commission des droits de l'homme, Tafsir Malick Ndiaye aux droits de l'homme. Bref, dans toutes ces élections où on l'a capitalisé, il y a, après les élections, en cas de victoire qui était plus nombreuse, il y a une évaluation. Donc, en tant qu'acteur. Maintenant, il appartient, je crois, les mieux placés, ce sont les autorités qui ont en main, en charge cette diplomatie, qui peuvent faire une évaluation exhaustive, profonde. Mais à distance, en tant qu'observateur, je me pose des questions et je l'ai eu à le dire. Quand j'ai vu certains clignotants, j'ai eu peur. Quand j'ai vu, par exemple, que la Côte d'Ivoire allait soutenir la Mauritanie. Quand j'ai vu le Bénin dire qu'elle allait soutenir la Mauritanie. Quand j'ai discuté même de manière informelle avec certains diplomates des pays qui nous étaient très proches, en entendant leur position, j'ai eu très peur et je me suis dit que notre vivier naturel, c'est l'espace UEMOA. Tous ces pays que nous avions, qui endossaient notre candidature. Le deuxième niveau d'endossement, les pays de la CEDEAO, tous en bloc, la plupart en bloc. Le Bénin, la Côte d'Ivoire n'ont pas soutenu, par exemple, la candidature du Sénégal. Bon, c'est ce qui a été dit. Et apparemment, en tout cas, nous n'avons pas eu le bloc de l'UEMOA. Quand vous allez aux élections, une élection, comme un match de football, ça se gagne par addition. Et je me suis dit, mais ce que je vois là, ça c'est de la soustraction. Nous n'avons pas tout le bloc de l'UEMOA derrière nous, apparemment. Nous n'avons pas apparemment tout le bloc de la CEDEAO derrière nous, ou bien en tout cas une bonne partie. En somme, et surtout, nous n'avons pas, apparemment, je me suis dit, est-ce que nous avons tout le bloc de l'OCI avec le Maroc et l'Arabie Saoudite comme en tête de pont? Est-ce que nous avons eu le bloc francophone? Le président Diomaye Faye, par exemple, le président Diomaye Faye n'a pas encore visité le Maroc et le Maroc a toujours été un allié stratégique du Sénégal. Est-ce que vous trouvez ça, vous, stratégique justement? Bon, vous savez, il y a une question de programmation. Lorsque il y a eu, par exemple, alternance au niveau de... en 2000, j'ai bien pu comprendre qu'au niveau le plus élevé, il y a en tout cas la passation qui donne des orientations. Et les modestes collaborateurs que nous étions, notre devoir, c'est ça le rôle d'un conseil diplomatique, c'est de donner des idées sur des orientations. Et des pays et je suis sûr que, comme on dit, il y a dans notre appareil diplomatique des diplomates qui sont dans ces différentes stations. Ils doivent donner des projections. Et en tout cas de cause, il y a la continuité qui doit prévaloir. Et s'il le faut, s'il y a des ajustements à faire, à le faire pour l'intérêt du Sénégal. Dernière question, vraiment la toute dernière. L'Afrique est actuellement le théâtre de plusieurs conflits. Je pense au Nord Kivu, bien entendu, mais plus proche de nous, le Sahel, on constate une forme d'insécurité chronique. Que vous inspirent les nouvelles alliances qui se nouent actuellement au Sahel entre des États de l'AES et la Russie? Oui,
vous parlez d'alliance. Le monde est ainsi fait qu'il faudrait qu'il y ait en toutes circonstances des alliances. Unis, on est fort. Divisés, on est faible. L'Afrique, ballottée, je parle comme référence à 1985 au congrès de Berlin. L'Afrique a été dépecée par les puissances qui étaient la Grande-Bretagne et la France. Et nous avons été divisés, nous avons hérité de frontières et nous avons été poursuivis par cette division. C'est la raison pour laquelle toute approche en termes de division est une faiblesse pour l'Afrique. Et justement, je vous ai dit qu'il faudrait toujours voir les relations internationales, la géopolitique mondiale de manière globale. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans le conflit entre l'Iran et Israël, ça a des répercussions directes ou indirectes sur nous. Comme en son temps, le conflit qu'il y a eu en Afghanistan, après les événements de 2001, le bombardement américain, bref, ce basculement. Sur le Sahel alors. J'en viens au Sahel. Ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, ces événements ont eu leur prolongement au Sahel, où nous retrouvons un foisonnement et une concentration de forces qui parlent du Sahel. C'est la raison pour laquelle l'AES s'est fondée sur, en tout cas, des positions. Mais je persiste à croire que l'AES doit pouvoir rester dans le bloc de la CEDEAO. Et je crois que là, c'est une question de logique. Souvent, j'en discutais avec un collègue diplomate, mais nous échangeons, je dis, mais historiquement, et même jusqu'à présent, l'existence d'un sous-ensemble ne remet pas en cause l'ensemble. Absolument. L'UEMOA est dans un sous-ensemble de la CEDEAO. Le Conseil de l'Entente est un sous-ensemble de l'espace CEDEAO. On a compris. L'OMVS est un sous-ensemble de la CEDEAO. Pourquoi ne pas aller en termes de règlement diplomatique de cette équation vers cette formule où l'AES formerait naturellement un bloc, mais qui reste avec dans ses enjeux la spécifiques et sécuritaires, en restant dans la CEDEAO. Ils y ont intérêt. Mais seulement vous connaissez les divergences au sein de la CEDEAO, malheureusement, on n'aura pas assez de temps. Non, mais attention, là aussi nous devons apprendre, nous les Africains, à lire, à avoir une bonne lecture de l'histoire. Mais l'Union européenne, la France et l'Allemagne avaient les divergences les plus fortes jusqu'à aller en guerre. Mais en fusionnant leurs forces, la communauté économique européenne, l'Union européenne qui s'élargit, ils sont devenus plus forts économiquement, militairement, socialement. Et c'est le même cas où l'AES a intérêt à rester dans le berceau régional qu'est la CEDEAO, comme la CEDEAO a intérêt à maintenir. Ce sont des intérêts croisés au nom des peuples. Tout sauf la désintégration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Amadou Diop, c'est un immense plaisir. Il vaut mieux procéder par addition que par soustraction. Que par soustraction, absolument. Surtout en politique. En toutes choses. Et en diplomatie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur du Sénégal auprès du Royaume du Belgique, Grand-Duché, Luxembourg, Union européenne, et que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre, Le Sénégal, une diplomatie au diapason du monde, champ évolutif, jeux et enjeux. Merci à vous, restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM, bonne soirée.